Amis joueurs et amis joueuses, Twitchers, Twitcheuses, Facebookiens, Facebookiennes, YouTubeurs, YouTubeuses, bienvenue dans notre café du matin. C'est jeudi et le jeudi, c'est ravioli. Non, le jeudi, pardon, c'est les sorties ludiques de la semaine. Bienvenue à vous si vous souhaitez découvrir ce qu'il y a dans vos boutiques dès vendredi et celui par qui toutes nos informations remontent. C'est notre ami François. Salut Monsieur François, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va très très bien. Bon, écoute, je sais que tu as enquêté, tu nous as ramené un max d'informations, on a une semaine relativement chargée, il va y en avoir pour tous les goûts. On va commencer par les jeux plutôt figurines, on passera ensuite par les jeux de rôle, et vous verrez que dans les jeux de société, il y en a là aussi pour tous les goûts, avec de l'extension, de nouveaux jeux, des fort bons jeux, d'autres un petit peu moins, mais ne comptez pas sur nous pour vous le dire, puisque les jeux, ils s'adressent à vous, et c'est à vous de décider les jeux qui vous conviennent. On va commencer par du Star Wars Armada. Alors autant la semaine dernière, on avait pas mal de jeux de figurines et je disais, enfin de jeux avec des figurines, on va dire plutôt, mais là c'est quand même pas mal des jeux de figurines aussi. Je disais que le Star Wars Armada était celui qui avait le moins marché entre guillemets. Malgré tout, la preuve en est, c'est que il y a encore des sorties autour de Star Wars Armada et on peut pas dire moins qu'avec le Nadiri Starhawk, ils sont passés sur. Je crois pas que ce soit le plus gros dans Star Wars C'est Armada, c'est François. c'est un des plus gros, hein. C'est Ah un ouais, c'est quand même un vaisseau, des plus gros. qui doit faire, à la vente entre 90 et 100 euros, je pense. C'est vraiment une très, très belle pièce, hein. Ouais, Et c'est les plus gros vaisseaux, côté Nouvelle République, en fait, qui sont c'est faits, les cuirassés. ouais, Ouais, qui sont faits en récupérant des pièces sur les destroyers impériaux. d'accord, les Voilà, croiseurs lourds et voilà. c'est une classe à elle toute seule, hein, puisque la classe Starhawk, il y a plusieurs vaisseaux à l'intérieur, dedans Ben, et il le le Nadiri. le plus connu, c'est le Concorde et après il a 2 Ouais, sister ships. Donc en fait, il y en a eu d'ac historiquement, enfin si on prend le canon Star Wars, il y en a 3 des Nadiri d'accord, Starhawk. Voilà. OK. Le principal et puis ses 2 consoeurs. Voilà, c'est ça. Ça marche. En tout cas, voilà, vous êtes prévenus, c'est du Star Wars Armada. Donc, le Star Wars Armada permet de recréer les batailles, non pas à l'échelle plutôt escadron, TIE Fighter qu'il y a dans X-Wing, mais à l'échelle presque quasi, enfin oui, si, la flotte, quoi. La flotte de l'Alliance contre celle de la Rébellion, etc., avec même les plus gros vaisseaux et les plus petits autour qui tournent. C'est relativement impressionnant à voir sur une table de jeu, ça se maîtrise, c'est forcément celui qui demande un investissement quand même un petit peu conséquent, y compris financier, et les sorties continuent donc avec ce Starhawk. Pour rester un petit peu dans les jeux de figurines et de confrontation, d'affrontement, on va signaler aussi chez nos confrères de Ravage la sortie du numéro 18. On a reçu Yored dans un de nos cafés du matin qui nous a expliqué un petit peu comment est-ce qu'il fonctionnait. Il nous avait même annoncé que les ravages consacrés aux jeux de société marchaient encore plus fort presque que les ravages autour des jeux de figurines, mais que malgré tout, ça restait le cœur de cible de ravage. C'est le numéro 18. On a notre ami Raph Park, notre ami Tapi Moquette d'ailleurs aussi, qui écrit dans la rédaction étendue, qui sont aussi des partenaires chroniqueurs dans Ravage. Là, c'est le numéro 18 qui est en boutique. Il est en boutique de jeu ou en kiosque, François, le Ravage de mémoire? Ah, je pense qu'il est dans les 2. D'accord. Et dans les deux Contrairement boutiques. à contrairement à Cassius Ah, Belli, ils avaient fait le choix de rester en kiosque. d'accord, ok. Donc voilà, ça c'est du côté de la presse pour ceux qui aiment avoir un petit peu de lecture dans leur toilette. Le Ravage numéro 18, c'est pas qu'à cet endroit-là qu'on peut le lire. Passons maintenant au jeu de rôle. On a des scénarios pour Skull and Bones avec mission et contre-mission
On est chez les 12 singes et on a du Wendigo, cette créature indienne toute particulière qui profite de l'obscurité pour passer d'un endroit à l'autre. Wendigo, lui, c'est un supplément et un scénario pour Cthulhu Hack. Cthulhu Hack, c'est parce que c'est une version de règles particulière pour jouer Ouais, dans l'univers de Cthulhu. c'est une règle différente de celle de Chaosium, qui est censée être Ouais, plus simple, bien que la version de Chaosium est quand même pas hyper compliquée. Enfin, tous les jeux de rôle dérivés du basic role playing, c'est quand même un système, super simple et super intuitif. ouais, Wendigo, ça fait partie des suppléments, qui sortent pour Cthulhu Hack, qui sont, reliés à un super monstre ou un grand ancien, de la d'accord. mythologie, cthulhienne, et dans lesquels on peut trouver à la fois information et scénario. D'accord. C'est chez les 12 chiens, les oh purée, j'ai du mal, hein, le matin, hein. C'est chez les 12 singes. Voilà. Par contre, du côté de, Anar, supplément Vampire la Mascarade, c'est chez Arcane Asylum. Vampire la Mascarade, une fois encore, ceux qui connaissent, savent de quoi on parle. Vampire, ça fait partie de ces jeux de rôle, univers, pardon, de ces univers de jeux de rôle, mythiques qui permettent de jouer les vampires et leurs familles sombres, leurs secrets, leurs politiques plus ou moins cachées, les différents clans de la Camarilla, etc. etc. Et Vampire la Mascarade en est certainement un des plus connus. Il y avait même eu son jeu de cartes à collectionner qui continue d'avoir une communauté, certes une petite communauté, mais extrêmement vivante et qui continue de jouer le jeu. Là, on est dans le jeu de rôle, Vampire la Mascarade, avec Anar, un petit retour sur cet univers de vampires chez Arcane Asylum, François. Absolument pas. Je suis je suis toujours resté absolument, imperméable à ces histoires de vampires. J'ai adoré les bouquins Ah d'Anne ouais, Rice et j'ai pas du tout ouais. aimé le jeu de rôle, mais personne n'est parfait. Ouais. Non, mais alors après, je sais que moi je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup dans l'idée, c'est-à-dire que j'y ai pas suffisamment joué et je ne l'ai pas acheté en me disant que ça fait partie de ces univers, pas forcément monomaniaques, mais dans lequel, si tu veux pouvoir jouer bien, il faut en tout cas que le maître de jeu et certainement aussi un petit peu les joueurs au fur et à mesure de la découverte connaissent vraiment l'univers, connaissent les liens qu'il y a entre les différents clans. Il y a de la politique, il y a de la diplomatie. Nous, de notre côté, c'est plutôt Florian qui connaît le plus l'univers, la mascarade, qui est, voilà, c'est vraiment très politique, très caché, mélangé à l'histoire des humains et à l'histoire tout court. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui s'expliquent parce que finalement, ce sont des vampires qui ont interagi avec les humains et tout, en restant cachés, voilà. Et ça y est, j'ai perdu le nom de l'univers global sombre. Ah, chez White Wolf, tu pouvais jouer, il y avait les vampires, il y avait les loups-garous, il y avait les mages, il y avait les changelins, Dark Age. Merci Florian. Donc voilà, c'est un univers, Monde des Ténèbres. Merci Dice 166. C'est un univers vraiment fort, très complet. Pas forcément complexe, mais très complet. Et donc, du coup, c'est un univers qui, en tant que maître du jeu, demande à être investi. Et il y en avait d'autres de ce genre d'univers-là que je connais davantage parce que j'avais choisi celui-là plutôt qu'un autre. Donc je te comprends, toi François, tu es plutôt Lovecraft, me semble-t-il, Entre autres, hein, en mais pas univers que. connu et bien connu, mais pas que. Alors, on reste pas du tout dans le jeu de rôle. On va passer dans le côté escape game, puisque du côté de Hachette Heroes, on a deux escape games qui sortent pour les amateurs, l'Ascenseur infernal et le Triangle des Bermudes. Tous les deux sont signés de Nicolas Bonnefoy. Alors, vous le savez, notre référent plutôt Escape Co, c'est Madame Mathilde et Monsieur Germain. Ils n'ont pas encore fait cela, donc il n'y a pas encore de retour à vous faire pour vous dire si ils valent plus le coup que l'un ou que l'autre. En tout cas, les escape games continuent d'avoir la donne. François, ce qu'on peut noter quand même, c'est que beaucoup d'éditeurs ont senti un petit peu la poule aux œufs d'or et ont tenté des escape games. Donc il y en a énormément et beaucoup sont passés par
par des réseaux de distribution plus classiques, plutôt librairie and co? Oui, mais je pense que la plupart ont rajouté, les boutiques spécialisées à un réseau de distribution de librairie qui existait déjà. Ouais, d'accord. C'est Après, c'est c'est vrai rajouté en que fait, c'est oui, vas-y, vas-y. c'est rajouter, un canal de distribution supplémentaire. Après, je D'accord, pense OK, que OK. plus mais ça me concerne moi en tout cas, plus que pour les jeux de société et les jeux de rôle, c'est un domaine dans lequel j'ai le plus am de j'ai vraiment besoin, de la série d'articles qu'on fait, hem, Ouais, pour s'y ja retrouver? voilà, parce que ce soit Germain ou Mathilde, ils ont quand même pas mal débroussaillé le sujet et il y a une Ouais. telle profusion de sorties qu'il commence à être compliqué de savoir, où sont les pépites là-dedans, quoi. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et c'est pareil, il y a ceux qui veulent, tout suivre, ça fait presque comme une niche dans la niche. Il y a ceux qui veulent tout suivre, et du coup, avoir, tout essayé, pouvoir donner leur analyse et leur retour sur à peu près tout. Et puis il y a ceux qui, comme tu le dis François, veulent avoir, une information en disant: «Non, je ne ferai pas tout, donc du coup, autant que je fasse, les meilleurs, si tant est qu'il soit possible de connaître suffisamment quelqu'un pour lui conseiller quels sont les meilleurs, en tout cas ceux qui lui plairont le plus. Merci beaucoup à ceux qui sont en live avec nous, parce que ça nous permet d'avoir des retours d'infos. Et je remercie Dice166 une fois de plus, il a l'air de maîtriser avec Shadowrun le monde des ténèbres et peut-être l'univers le plus complet et fourni dans le JDR, même si effectivement l'appel de Cthulhu a aussi... Alors après, est-ce qu'on le compte en termes de livres sortis, de kilomètres de rayons de bibliothèque, je n'en sais rien, mais je sais qu'effectivement, le monde des ténèbres, c'est un univers particulièrement travaillé. Du côté de jeux de société, ça y est, on passe dans notre petite niche à nous, entre guillemets. Saluons le retour chez Brajlon de Culte, un jeu de pose d'ouvrier dans un univers très, très cultiste, c'est le cas de le dire, où on va pas forcément se faire des gentillesses par rapport aux méchants que l'on peut servir. Culte a bénéficié d'une arrivée, en tout cas d'une appréciation de la part des joueurs entre le thème et la mécanique de pose d'ouvrier relativement bonne. La preuve, il était hors stock et la réédition de Culte s'en revient. Du côté de Japanim Games, et là j'ai été un petit peu surpris, Alismatic Heroes, qui semble être un jeu de cartes deck building un petit peu, je ne l'avais pas du tout scopé, comme on pourrait dire, sur les radars. Est-ce que toi, François, tu en sais un peu plus? Non, sauf que c'est dérivé du manga et de l'animé, qui Oui, portent le même oui, nom. Après, d'accord. ceux qui me connaissent savent à quel point j'apprécie, Tu aimes. ce pan-là de la culture geek et donc je n'ai pas Ouais. grand-chose d'autre à en dire. OK. Donc en tout cas, c'est sorti. Si vous êtes un fan du manga, vous devez certainement bien mieux connaître l'univers et peut-être même être en attente d'un jeu dans cet univers que vous appréciez, de retrouver dans les mangas. Il est sorti, Alismatic Heroes, et c'est du Japanim Games. Culte, on en a parlé. Igari. Alors par contre, Igari, là, je dois dire que quand je vois moi marqué Senji Kanai, je lève un sourcil et j'essaie de me renseigner. C'est RRR, ça va être facile à dire, ou alors on peut le dire en français R versus R 2.R. Oui, Alors ça me fait beaucoup rire, mais bon, il y a vraiment une signification derrière ces R, François. oui, c'est royauté versus religion, 2 points, révolution. Voilà, c'est ça. C'est tout Et un c'est programme. une nouveauté, tout un programme, royauté versus religion. Vous avez compris peut-être, c'est Et un c'est un deux jeu à joueurs. 2. Royauté, Ouais. voilà, chez Igari, on est dans le jeu abstrait, illustré à la RR ou à la RRR, donc on retrouve un petit peu le plaisir de ces estampes que l'on avait d'ailleurs enlevé au moment où cette J-Canaille sortait son love letter et qui finalement est revenu dans la Canaille édition parce que les joueurs disaient mais non, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un truc hyper policé à l'américaine pour que ça se vende. Donc là, on est devant un jeu abstrait de placement
Raphaël nous a dit que c'était plutôt côté Onitama qu'il fallait aller voir. Donc, si vous connaissez Onitama, les deux auteurs sont japonais, puisqu'il y a Senji Kanai et Hayato Kisaragi, pardon, qui avaient fait l'Ambition des rois. Et c'est Noboru Sugiura, là par contre, pour le coup, tous les jeux de Senji Kanai, c'est lui qui les illustre. Et c'est aussi lui qui a illustré Templari, qui, si jamais mémoire est bonne, est la version retravaillée par Igihari de Dawn. Le jeu est normalement maintenant dans vos boutiques, petit jeu hein, autour d'une vingtaine d'euros, avec un plateau sur lequel vous allez jouer vos cartes, et c'est du minimal game design malgré tout, mais du très profond. On vous en reparlera certainement plus avant. Est-ce que toi, tu avais une particularité en termes d'information sur ce R versus R versus R versus Non, R, France? hélas, j'ai pas encore pu y jouer. Par contre, je Oui, rebondis sur ce que tu disais à propos de Templari, qui est la nouvelle oui, édition, de Dawn. ouais. Achetez ce jeu. C'est 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 une merveille intergalactique. C'est un Ah ben, formidable, oui. jeu de fourbe, il faut l'acheter. Mais Mangez-en, c'est Dawn fait bon. partie de ces jeux je trouve, de la culture ludique. Alors Oui, effectivement, ça ne réveille pas les papilles gustatives de tous les joueuses et les joueurs, puisque Dawn a sa petite particularité. Comme tu le dis, il peut être très fourbe et il faut ah oui. apprécier le côté un petit peu enchère aussi, bien sûr. Mais Dawn reste un jeu qui aura marqué. D'ailleurs, le fait même, je trouve, que l'on puisse s'y intéresser en termes de culture ludique et le ressortir quand on est un éditeur, pour moi, ça montre aussi que, au-delà de l'aspect économique, il a certainement quelque chose, il a apporté quelque chose à la culture ludique. On passe du côté des Lucky Duck qui ne sont pas en reste du côté des sorties. On a parlé dernièrement, on va parler, enfin bon, bref, on ne vous le dit pas trop, mais il y a du Tang Garden, il y avait l'île des chats, etc. Là, on a deux grosses licences et de la localisation, puisqu'on a du Marvel et du Star Wars. Oui, j'ai l'impression que des licences avec des jeux, vous allez en manger. L'ascension de Thanos et l'ascension du côté obscur. Je ne voudrais pas dire, mais nous avons une autrice sur la rédaction étendue de Trick Track qui les a découverts et qui en a été surpris parce qu'elle s'attendait, en espérant ne pas trahir sa pensée, à un jeu de licence et donc parfois un jeu un petit peu faible ou pauvre ludiquement parlant. Eh ben, pas du tout. Donc, si vous préférez Marvel, vous avez l'Ascension avec à chaque fois la figurine centrale, Thanos, les cartes et tout. Ou si vous préférez Dark Vador, bah, ça va être l'Ascension du côté obscur avec Star Wars. En tout cas, ces deux éléments étaient particulièrement mis en avant visuellement, puisqu'il y avait une grande bâche des Lucky Duck avec la tête de Thanos et la tête de Dark Vador à Cannes au Festival international des jeux, où on pouvait un petit peu les découvrir. Ça, c'est ce que moi, je sais de mon côté. Toi, François, en sais-tu plus? Absolument pas. Dac. C'est compliqué en ce moment de se tenir autant au courant qu'auparavant, puisqu'on n'a plus la possibilité d'aller piquer les nouveautés à l'officine pour y jouer. On peut plus on peut pas y C'est vrai, jouer en pause entre midi et 2, et on peut pas les chourer chez soi le week-end, donc c'est compliqué. On c'est arrive à ça. jouer à des trucs, mais pas autant qu'on Ouais. voudrait. Je suis bien d'accord avec toi. Pour répondre à, puisque nous sommes en live, hein, j'en profite aussi malgré tout quand même un petit peu, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, autant enregistrer l'émission. Dice666 nous dit Templaris, c'est la réédition de Serengeti. Oui, tout à Oui, fait, puisque Dawn est devenu Serengeti et que Serengeti est devenu entre guillemets Templari. Hein, et donc, du coup, Templari, c'est bien la réédition de Dawn, mais c'est aussi la réédition de Serengeti. Tout va bien. Dice, le monde ne sera pas transformé de ce côté-là. Alors, on va passer maintenant
chez les Space Cowboys et vous avez une émission que nous avons tournée pendant le confinement, mais qui vous permet de voir un petit peu à la fois en papotage, à la fois en termes de jeu, ce que ça peut donner si vous ne connaissez pas ou si vous voulez voir quelles sont les particularités. C'est Sherlock Holmes, les francs-tireurs de Baker Street, c'est chez les Space Cowboys. On en a discuté un petit peu avec eux et une fois encore, nous allons retrouver cet univers que j'aime beaucoup avec ces dossiers. Ce sont 10 affaires qui n'ont jamais été éditées, en l'occurrence. Hein, les premiers Sherlock Holmes, c'était une réédition de Détective Conseil. Là, maintenant, on a des affaires inédites et en plus, on change un petit peu d'angle de vue puisqu'on va jouer les gamins, les francs-tireurs, hein, les gamins qui aidaient Sherlock Holmes dans son réseau d'information. Et la couverture est verte de mémoire pour Oui, compléter c'est un ça. petit peu sa collection. C'est Oui. ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les premières aventures inédites depuis la sortie de quelques petits livrets, chez quand le jeu était encore chez Istari et où ils Oui, avaient complété la boîte de base par des petits livrets qui étaient vendus à prix modique et dans cette collection-là, il y avait eu quelques inédits, qui pour oui, certains ont été c'est vrai. repris depuis, notamment dans la boîte rouge, je crois, Oui, de Jack. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un coffret complet avec 10 enquêtes, inédites. On a des enquêtes qui sont un poil plus faciles que les autres boîtes, ce qui est assez raccord puisqu'on est censé jouer des gamins des rues. oui, Et l'auteur anglais, qui a fait toutes ces enquêtes, qui s'appelle Dave Neal, est vraiment un fou furieux de Sherlock Holmes, oui, qui a une connaissance, du canon qui est absolument remarquable et les aventures sont vraiment très, très chouettes. Ce qui est compliqué avec ce genre de jeu, c'est que c'est comme un petit peu les scénarios de jeux de rôle, où certains jeux à mission, on ne peut pas énormément en parler, sous risque de spoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est que, les amateurs du jeu qui ne connaissent que la boîte, classique, vont être étonnés parce qu'il y a quelques petites nouvelles mécaniques qui sont vraiment oui. géniales. Et qui ils se sont permis, mais il faut dire que c'est ce que nous racontait Cyril, hein, Cyril Demeg d'Istari. Le travail d'Evenil a été un travail de fou furieux. Ça a amené quand même du développement pour permettre d'autres petites mécaniques, comme tu le dis. Mais à la base, ils ont été scotchés par ce qu'il a été capable de faire, d'écrire, de mettre en place dans ce Sherlock Holmes. Donc, une fois encore, que vous découvriez ou que vous soyez un vieux briscard des Sherlock Holmes, anciennement détective conseil, on ne peut que vous conseiller ce franc-tireur de Baker Street, me semble-t-il. Voilà. On peut passer à une sortie complètement bizarre. Si, comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de péter les bulles plus ou moins grosses maintenant des emballages paquets pour que ça arrive sans être défoncé, eh bien, peut-être que le Last One Lost, qui est devenu en français, c'était chez Foxmine, hein, Last One Lost, le titre à la base, et c'est devenu Pop It. Et Pop It, sincèrement, c'est à la fois un jeu et un anti-stress. Sérieux, sérieux, c'est un jeu et un anti-stress où on va péter des bulles. Alors, Quel est on ce, c'est quoi ce concept? ne peut pas y jouer tout seul, hein. Si on y joue tout seul, effectivement, on s'amuse juste À péter des bulles. à éliminer les bulles, du Euh, c'est un disque de silicone, vous avez l'illustration de toute façon à l'écran. C'est un disque de Ouais, silicone avec des bulles. Quand on appuie dessus, la bulle, passe en creux et passe en bulle de l'autre côté et le principe du jeu quand on joue à 2, c'est un principe, qui est assez similaire au jeu des allumettes. C'est-à-dire, j'en prends autant que oui, je veux et c'est celui qui prend la dernière qui a perdu. Là, qui a ils ont un peu perdu. Ouais. adapté le jeu parce que le jeu des allumettes, en fait, on sait dès le premier Qu'il est tour qui va fini. gagner. Oui, c'est ça. Heu En tout cas, si tu et connais le truc. voilà et là, en fait, ils ont fait en sorte il puisse plus y avoir de trucs. Ouais, Mais c'est la mécanique du jeu reste proche du jeu des allumettes, donc ça se joue en 2 minutes, sur un coin de comptoir ou en voiture ou dans le train ou ailleurs.
Ouais. et sur un bureau, il faut reconnaître que c'est un aimant à tripotage avec les mains, quoi. Donc on est tout le temps en train de le tripoter pendant qu'on téléphone et effectivement, c'est là le côté anti-stress de Guillaume. Je suis pas sûr qu'ils aient mis leur com là-dessus, mais en tout cas, c'est un plus produit, comme on dit dans Oui, tout à fait, les tout hautes à fait. sphères du Heu marketing. il n'est pas vendu par contre avec le gel hydroalcoolique hein, en ce moment, puisque si vous le tripatouillez et que vous le passez à votre voisin, hydroalcoolisez-le avant pour bien sûr enlever tous les germes que vous auriez pu y placer. On a ensuite deux petites extensions, deux petites, alors pas si petites que ça quand même, puisqu'à chaque fois il y a du monde dans la boîte. Le premier, c'est Zombicide Invader, le zombicide dans l'espace, qui est, alors on y a joué avec Croc sur la Trick Track Télé, si vous voulez le découvrir. J'ai une fois encore, à chaque fois, je ne sais pas vous, voilà, je le dis, je le redis, je trouve que Guillotine Game et Western Spaghetti, truc, enfin bref, pardon, j'ai oublié, mais que l'équipe a franchi un petit peu un cap. Je préfère Zombicide Black Plague à Zombicide et je préfère, même si j'aime moins la La SF que le thématique. Medfan, voilà la thématique, mais je préfère Zombicide Invader à Zombicide Black Plague Black que Zombicide. Bref, voilà, Survivor of the Galaxy vous amène 4 nouveaux héros et Gueule d'Amour. Alors, Gueule d'Amour, j'aime beaucoup son nom, mais voilà. Et donc, du coup, on découvre aussi les anthropomorphes. Alors, ceux qui ont fait les campagnes de financement participatif de Zombicide Invader avaient peut-être déjà reçu ça, quoi qu'il en soit maintenant. Là, c'est disponible en boutique, ce Survivor of the Galaxy. Forcément, qui dit nouveau perso, nouveau méchant, dit aussi des petits scénarios qui vont avec, etc. etc. Ça, c'est pour le Zombicide Invader. Est-ce que toi, François, tu voulais en rajouter quelque Non, chose? non, non, les figurines, comme d'habitude, les figurines sont magnifiques et les Ouais. persos joueurs, il y en a au moins 2 des 4 qui sont des figurines anthropomorphes. Il doit y avoir Et ce qui avait un humano cochon et je sais plus quoi d'autre, mais franchement, c'est très, très sympa. On sait aussi que Zombicide maintenant est disponible, enfin qu'ils ont fait une campagne de financement participatif du côté de Cool Mini or Not, Guillotine Games Co. autour de bandes dessinées. Donc ça veut dire qu'ils travaillent et ils développent leur univers. Zombicide au départ, Zombicide Invader pardon, avait en dehors des robots et des tourelles, des humains qui se battaient contre les aliens. On voit arriver maintenant les peuples extraterrestres leur univers se développe, et y compris en bande dessinée, pour ceux qui ne le savaient pas. Avec effectivement, comme le dit Camille, voyons maintenant ce que la V2 de Zombicide va apporter. Est-ce que donc elle va être au-dessus encore de Invader et ça va devenir un vrai jeu? Non, j'ai pas dit ça, pardon. Vous n'avez pas entendu, j'ai pas dit ça, pardon. Et le JDR qui est dans cet univers, ça rejoint ce que l'on disait, les univers se travaillent de plus en plus. Par contre, je suis beaucoup plus intéressé. Non, c'est pas vrai. Je sais que This War of Mine, aussi bien le jeu vidéo que le jeu de société, même si le jeu de société était un petit peu comment art de gestion entre guillemets, et donc faisait parfois passer le côté narratif fort de This War of Mine, même si le côté ambiance était tout à fait là. L'extension en état de siège, là c'est carrément une campagne en 3 actes et un module avec des enfants ados. Alors, je ne sais pas si toi, tu as pu regarder un petit peu l'intérieur de la boîte, mais une campagne autour de This War of Mine, moi qui ai du mal déjà à finir une partie normale, je me dis, mais comment est-ce qu'on va gérer le Ouais fait que je et meure alors plus vite que la lumière? non seulement c'est une campagne en 3 actes, mais en plus, Ouais. figure-toi qu'elle s'appelle Lueur d'espoir. Donc il paraîtrait que peut-être dans un monde parallèle, il y en a qui arrivent à survivre à ce jeu et en Et c'est pas plus, chez moi qui alors. puise en campagne de 3 épisodes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, on ne demande qu'à les croire. En tout cas, This War of Mine, ça montre aussi qu'il y a un petit suivi autour du jeu, et ça, tant mieux, en tout cas sur les versions françaises. C'est une bonne chose. Et This War of Mine, alors tous les joueurs n'ont pas aimé.
que ce soit à cause de l'ambiance, le jeu de société, je parle, hein, tous les gens n'ont pas aimé, que ce soit à cause de l'ambiance parfois un petit peu dure, hein, voilà, quand tout d'un coup tu meurs parce que tu entends une femme, je vais y aller franco, hein, la thématique est dure comme ça, hein, et tu entends une femme qui se fait violenter, voire violer, et tu te dis non, je peux pas laisser ça, je vais aller l'aider, mais tu sais que t'es pas bien armé, et effectivement, puisque tu es en temps de guerre, eh ben, tu te fais rétamer, tu meurs et c'est fini. Voilà, donc on n'aime pas forcément ce côté très punitif. Et puis il y a aussi un côté gestion avec plein de petites ressources différentes à poser, à gérer, qui sont gérées par l'ordinateur dans le jeu vidéo. C'est pas le cas dans le jeu de société, qui peut rebuter aussi. Mais quoi qu'il en soit, quand on aime un peu des ambiances lourdes et des expériences très particulières, This War of Mine reste là. Et est-ce qu'on peut passer, je l'avais zappé, mais je la mets maintenant parce que c'est quand même une nouveauté un peu particulière. Nous avons, après le Colt Express, le Colt Super Express. Colt Super Express, c'est chez les Ludonautes, distribué dorénavant et depuis maintenant un certain temps par BlackRock. Et Colt Super Express, c'est une sorte de version Blitzkrieg de Colt Express. On peut le dire comme ça, François. Oui, tout à fait. Le matériel est beaucoup plus léger, le prix est super, intéressant, Ouais, et en fait, il y a juste des cartes et des jolies figurines que l'on va poser sur les cartes qui représentent, le train sur lequel il y a toujours un système à étages, mais forcément, il y a plus de train en 3D, mais c'est un jeu qu'on peut emporter partout et ouais. et qui est très, très sympa à jouer. On retrouve bien Très, les très, très, sensations très du jeu simple. Ouais, en plus exactement. rapide et en plus simple. Heu, ça, je vais faire une comparaison osée. On pourrait le comparer aux versions mini, des Aventuriers du Rail avec leur version New York et Oui, c'est London, ça. ou à Ouais, Pandémie Zone Rouge qui vient de sortir. exactement. Dans les 3 cas que je viens de citer, on pourrait penser que, l'éditeur n'est attiré que par l'appât du gain. Eh bien, c'est faux. On se retrouve dans les 3 cas face à des jeux qui sont super intéressants à jouer. Ce qui peut être étonnant, mais c'est comme ça. Et qui permettent, qui plus est, oui, certes, économiquement parlant, il doit y avoir une demande, patin couffin. Voilà, j'ai dit patin couffin aujourd'hui, c'est fait. Mais il faut se dire que pour certains joueurs, certains groupes, le fait de pouvoir découvrir le jeu de façon peut-être plus rapide, peut-être un poil plus simple, c'est la marche nécessaire pour pouvoir ensuite aller à Colt Express, à Pandémie ou aux Aventuriers du Rail. Ça ne sera pas forcément dans ce sens-là, mais ça peut vraiment aussi être cette marche supplémentaire de découverte, cette demi-marche. Voilà. Tu sais quoi, François, j'aurais presque envie de demander, je vais appeler les ludonautes, on pourrait peut-être en parler avec eux cet après-midi, non? Ah, ça serait une très bonne idée. Ah bah écoute, allez, vous savez quoi, je les appelle et puis cet après-midi vous retrouverez les ludonautes et puis Madame Mathilde pour parler un petit peu de ces sorties de Colt Super Express en particulier bien sûr, mais de What's Missing dont on a parlé la semaine dernière, etc., etc. Comme ça, vous pourrez en avoir un petit peu plus sous le coude pour savoir si le jeu est fait pour vous. C'est Colt Super Express, c'est chez les ludonautes. Je remonte un petit peu et on va passer, on va rester un petit peu dans les extensions juste avant. Non, pardon, non, non, je dis des bêtises. En remontant ma liste, je suis en train de me planter. C'est Don't Panic Game qui nous sort un jeu de communication dixitien, on va dire. Ça s'appelle Muse. Alors, dans Muse, il y a des équipes. Dans Muse, il y a des cartes chef-d'œuvre et des cartes inspiration. À chaque fois dans un groupe, il va y avoir la muse inspiratrice. Et du coup, l'équipe va choisir des cartes chef-d'œuvre parmi plusieurs et va la passer ensuite et des cartes inspiration. Du coup, la muse va révéler des cartes inspiration qu'on lui aura données et des indices pour essayer de trouver la carte chef-d'œuvre. Du coup, il y a les deux équipes qui vont s'affronter pour savoir quelle muse va être la plus inspirante, entre guillemets, entre les deux équipes. Donc, on a un jeu de communication, entre guillemets, sous contrainte, d'images, avec des images. Je ne peux pas ne pas faire la comparaison, je suis désolé, à la Dixit entre guillemets, et avec des indices à donner pour essayer de faire retrouver le bon chef-d'œuvre parmi ces images. C'est une édition que vous retrouvez chez Don't Panic Game. Forcément, ça joue en groupe hein, de 2 à 12, etc., etc.
Ça, c'était pour Muse. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer? Moi, pas encore, donc je ne Ah, dis rien de plus absolument que ça. pas. Voilà, Par voilà. contre, Heu, c'est pas le cas du suivant, ah! Le que suivant, toi, tu y as joué? j'ai pu apprécier malgré le fait que ça soit un coopératif, ce qui est pas du tout ma tasse de thé. Ah! Mais il faut dire Ouais. que c'est des Dents C'est de un la faux Mer que je veux coopératif. parler. Ouais, c'est un faux Ouais. coopératif, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent ensemble contre un seul. Oui, c'est ça. Mais il y a un vrai méchant, il y a enfin un vrai méchant, il y Oui, a un vrai requin blanc dans l'équipe oui, c'est ça. et ça change tout. Mais François a raison de dire que l'aspect coopératif, les 3 héros, doivent travailler de concert pour, spotter pour, choper le requin dans la première partie du jeu, avant de partir en bateau pour aller, défoncer le grand blanc. Sachez-le, c'est le film, hein, qui est repris. Les requins blancs, ils sont pas aussi méchants que ça dans la réalité. On prend plus de risques à mourir d'un accident de voiture ou d'une piqûre d'insecte que de morsure ou de dévorage de requins. Mais dans les dents de la mer, ça fonctionne super bien. Le plaisir d'aller sauver des nageurs, pardon, de se balader autour de l'île, d'aller fermer des plages, est vraiment très présent. Ça fonctionne très bien en termes d'immersion et de thématique, avec pourtant un jeu relativement simple malgré tout. C'est chez Ravensburger, on ne l'a pas dit, et c'est un Prospero Hall. Prospero Hall, c'est un collectif d'auteurs, c'est celui à qui on doit aussi les Villainous. Les Dents de la Mer, si je dis pas de bêtises, je suis en train d'avoir un Oui, c'est gros doute ça, là oui, dans ma oui, tête, mais voilà. tu as raison, Voilà, Guillaume. merci François. Et la deuxième partie, on est sur le bateau et le requin surgit à gauche, à droite, devant, à bâbord, à tribord, à l'arrière, et va faire couler peu à peu le bateau. Et il faut réussir à deviner où est-ce qu'il va sortir pour pouvoir le plomber avec une arme. Il faut gérer les munitions, faut lui foutre des lampes de survie, là, des fusées de détresse dans la tronche pour lui cramer les dents. Et là encore, on revoit le film se dérouler et on peut en changer le truc. Ça marche. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme toi, François. J'ai dit go, go, go. Ça fonctionne super bien. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà pour les Dents de la Mer chez Ravensburger. Remontons un petit peu. Et là, c'est pareil. Je sens que je vais me ruiner cette semaine parce que je ne manquerai pas, même si ce n'est pas seulement Wolfgang Kramer qui est à l'origine de ces nouveaux circuits pour Downforce. Course sauvage est la deuxième extension. Downforce, c'est un jeu de course, mais pas vraiment. C'est un jeu de course, mais en fait, c'est plutôt un jeu de pari. Même si ce ne sont pas vos voitures F1 qui gagnent la course, vous pouvez gagner le jeu parce que vous aurez parié sur les bonnes voitures. Et plus on parie tôt sur les bonnes voitures, au vu de la main de cartes qu'on a et de comment est-ce qu'on sent les autres joueurs aussi, et ben plus on gagne de l'argent. C'est super simple, ça marche génialement bien. Et à chaque fois, les extensions, c'est des doubles circuits et rajoutent des petites choses. Là, on part un petit peu dans l'exotisme, me semble-t-il, ami François. Oui, puisque là, on va sortir des sentiers battus, on va sortir des circuits calibrés pour avoir, différents obstacles sur la piste, pour avoir des rampes, et donc des sauts et cetera et cetera. Donc, on est Ouais. plus quelque part entre le rallye et le stock car que sur des paisibles courses de F1. Voilà, tout à fait. La première extension du côté de Dawn Force permettait de jouer avec des boucles sur un premier circuit et donc les derniers entre guillemets dans la boucle pouvaient venir coincer les premiers. Et puis de l'autre côté, on avait un circuit bord de montagne avec des endroits très caillouteux sur lesquels on ne pouvait pas s'arrêter une fois qu'on avait joué la carte. Il fallait les franchir directement, donc c'était pas forcément facile pour doubler. Et là, du côté de course sauvage, comme le disait François, on a un côté safari avec des animaux qui sont présents et qui bloquent des cases. Les premières voitures sont coincées par ces animaux, éléphants, serpents et gnous. Et quand ces premières voitures ont traversé des petits marqueurs, bah, les animaux effrayés certainement par les voitures s'en vont et donc du coup avantage les derniers. Un jeu, donc une course, pardon, où il fait bon être caché en deuxième ou en troisième pour une fois l'arrivée en vue sortir premier. Et puis la deuxième course, effectivement,
effectivement, c'est sur une île tropicale. Et là, il y a moyen, si on a la bonne vitesse, de prendre des rampes. Il y a plusieurs rampes et de la passer. Bien sûr, attendez-vous à ce que les premiers aillent bloquer la zone d'atterrissage du bond que va faire votre Formule 1, votre voiture. Mais ça permet parfois de remporter la course si on chope le créneau de la rampe au bon moment. Moi, j'aime beaucoup Downforce parce que le jeu de Kramer est d'une finesse. Il fait vivre un jeu de course en n'étant pas un jeu de course, en étant un jeu de pari. Sauf que on joue toutes les voitures et ça marche super bien. On se dit que ça va être un boxon monstre et en fait non, c'est très fin, Ouais, c'est très fluide. Moi j'aime beaucoup Downforce. c'est du pari, mais c'est aussi du bluff, hein. Oui, tout à fait. C'est aussi du bluff. Ah bah bien sûr, c'est là aussi où la façon de jouer ses cartes peut tout changer. Bloquer quelqu'un au bon moment, entre guillemets, c'est aussi important que de jouer sa carte 8 pour filer comme ça, vroom, à fond la caisse et reprendre la pole position. Pour le dire à Dice 166 qui nous dit 8 ans, ça risque d'être jeune s'il y a pari et bluff. Alors, c'est un petit peu jeune pour maîtriser l'art de entre guillemets. Mais le jeu n'est pas punitif et donc prend avec son thème le plaisir d'être joué même par des plus jeunes. Peut-être que 8 ans, c'est un peu tôt. Pour y avoir joué avec des 8 ans, ça se joue très bien. Jouer les cartes et comprendre que ça se joue de haut en bas et que je joue toutes les voitures et qu'il faut que je fasse attention de ne pas dépenser trop d'argent pour que derrière mes paris m'en rapportent, ça peut fonctionner si c'est bien accompagné. Et franchement, en termes de jeu, enfin, en famille, en groupe comme ça, avec des mélanges d'âge. Personnellement, mon expérience me dit que ça fonctionne bien. Voilà, ça c'était Don't Force. Je ne vais pas revenir sur le jeu de Richard Garfield, illustré magnifiquement par Paul Maffayon. Il n'empêche que King of Si, Tokyo Dark si, un Edition, peu. bah, ça déchire un petit peu sa maman Si, quand même en termes c'est d'illustration. c'est quand même une très, très belle édition et puis il faut Ah oui, signaler à tous ceux qui ne l'ont pas encore que le jeu, a priori, est déjà en rupture du côté de chez Yellow. Donc ouais, ouais. il doit encore y en avoir plein les étagères chez votre ludicaire préféré, mais il faut pas trop tarder. Ne vous dites pas: «Oh, je Ouais, l'achèterai au mois d'août», non, au mois d'août, il y en aura plus. ça risque. Là, en l'occurrence, nous avons tourné, je dévoile pas trop, ou alors si je dévoile, je vais me faire enguirlander par Florian, mais gentiment, hein, mais ah, merci Florian. On a tourné un Out the... Non, ça y est, j'ai perdu le titre. Open, j'allais dire Out the Box. Open the Box. On a tourné un Open the Box de ce Dark King of Tokyo et puis un petit l'histoire de King of Tokyo que vous retrouverez prochainement sur nos canaux de diffusion. Vraiment, le jeu est magnifique et une fois encore, je n'aurai de cesse de le redire, Yellow, d'une façon ou d'une autre, je vous en prie, trouvez un moyen de mettre cette jauge de méchanceté et ses pouvoirs, que ça équilibre tellement le jeu que je ne peux plus m'en passer. Voilà, bref, ça c'est le Dark King of Tokyo, c'est une collector édition, bah oui, donc forcément si vous le voulez, a priori les boutiques ne peuvent plus en commander, donc maintenant il n'y a plus que les boutiques qui en ont encore qui peuvent vous les vendre. Voilà. Et on termine avec un jeu. Mais c'est pas vrai, je vais dépenser une somme folle cette semaine. C'est un jeu de pichenette. J'aime bien les jeux de pichenette. François me dis pas que tu aimes bien les jeux de pichenette, toi. Ah, j'aime bien les jeux de pitchounette et j'aime énormément Pitch Out, dont je suis le développement depuis de très nombreuses années puisque ça fait peut-être 4 ou 5 ans, sinon plus, que j'ai vu des protos avec l'auteur, Saïd, il est Ouais, bordelais, donc j'ai eu la bon, chance de ça pouvoir aide. essayer ça. Ouais, C'est vraiment très, très, très bien. C'est du jeu de pichenette, et du jeu de stratégie et du jeu de je t'embrouille, en te racontant que le coup exceptionnel que je viens de faire, c'est parce que je suis génial et pas du tout parce que c'est le pur hasard, et que je pensais que ouais. j'avais loupé mon coup. Non, c'est vraiment très, très bien.
Ah et clairement et puis alors, il a été, je trouve, très bien pensé. Ça a été effectivement complexe, ça fait plusieurs fois qu'on le croise, qui à Cannes, qui à Essen, avec un développement. Ils avaient pensé au Kickstarter pour pouvoir faire un plateau qui permettrait d'avoir une rigole sur les côtés pour récupérer les jetons et puis avoir quelque chose qui glisse bien un petit peu comme, avec de la poudre, un petit peu comme, ça y est, j'ai perdu le nom du jeu qui le Carom, voilà et cetera donc Pitch Out, il faut savoir que la boîte de rangement dans laquelle vous allez pouvoir tout ranger se déploie au fur et à mesure et fait qui des rampes, qui des obstacles sur la zone de pitch. Votre équipe a des capacités, chaque jeton a ses petites capacités et permet donc de faire un tir particulier, un tir en 2 fois, etc. etc. Et ça sent bon l'affrontement, ça sent bon éventuellement même d'autres équipes avec d'autres modes de jeu. En tout cas, ce pitch out, je suis ravi de le voir sortir. Et a priori, Ragoutsep est content aussi, puisque c'est, oui, il est là, le meilleur jeu de pitch ever. Donc, on serait ravi de pouvoir vous montrer un petit peu ce jeu de pitchnet. Peut-être, qui sait qu'avec Florian dans l'intermédiaire de nos nouveaux locaux, on pourrait se faire une petite partie sur les tables de Miskatonic. Pourquoi pas? C'est peut-être une idée. En tout cas, on voudrait beaucoup vous montrer ça puisque j'aime les jeux de Pichnet. Et ben voilà, on a fait le tour, François, on a fait le tour. J'ai deux petites questions sur le chat. Est-ce que tous les jeux de paris ne sont pas des jeux de bluff? Demande pas. C'est une bonne question. À partir du moment où il y a du pari, on peut donner de l'information, on peut communiquer de la fausse info, un tox, et donc faire un petit peu de bluff. On peut le voir comme ça. Et pour reprendre aussi la remarque de Younes Soumati, ça fait bizarre de jouer le reboot de Top Race avec des pouvoirs. Je ne sais pas si vous y avez joué et si vous appréciez. C'est vrai qu'on peut jouer sans les pouvoirs, mais je trouve que les pouvoirs donnent une petite implication dans son équipe entre guillemets, puisque malgré tout, on a une écurie de Formule 1 qui sont pas piqués des hannetons, que j'aime beaucoup malgré tout. Voilà, de notre côté, on a fait le tour. François, souhaitais-tu rajouter quelques mots en cette fin d'émission? Non, je pense que c'est parfait. On a peut-être, si je voulais dire un truc, Ah, on a peut-être oublié des jeux, on a peut-être oublié de parler de jeux parce que, l'information n'est pas venue jusqu'à nous. Donc si vous êtes un chargé de communication chez un éditeur de jeux et que vous voulez être sûr que nous recevions toutes les infos, c'est très simple. Vous envoyez à chaque fois que vous sortez une nouveauté, vous envoyez un petit mail à rédaction@tricktrack.net et comme ça, on ne loupera plus rien. Voilà, exactement, c'est et fait ça tout. nous permettra, nous, de nous tenir au courant aussi, parce que l'objectif est quand même de garder le spectre le plus large, on se croirait dans James Bond, et pouvoir vous donner un maximum d'informations, non pas pour vous dire, je le répète, c'est le mantra de Trick Track, non pas pour vous influencer, non pas pour vous dire quoi acheter, non, pour vous dire, ah tiens, ça m'intéresserait avec mes joueurs, on aime bien ci, on aime bien ça, je vais aller y jeter un coup d'œil, et pourquoi pas sur Trick Track, parce qu'il y a quand même de l'information et des articles pratiquement tous les jours sur Trick Track, que ce soit de la rédaction étendue ou de la rédaction tout court. Ce n'est qu'une seule et même rédaction d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Petit point d'information, il y a en ce moment le festival Djeko. Chaque jour, un jeu est mis à l'honneur chez Djeko et avec des petites animations aussi. Donc n'hésitez pas à regarder sur la page Facebook leur petit festival Djeko. Et puis comme vous l'avez vu, les Kickstarter sont encore à la fête. Freaky 42, les Terres d'Aran, c'est fini, pledgé. Monumental, c'est encore disponible, etc., etc. Mais on ne peut pas non plus aller au-delà des sorties boutiques. C'est pour ça que notre émission se termine maintenant. Dring nous pose la question, quand est-ce que Trick Track se déconfine? Je vous propose de se retrouver vendredi pour une séance de questions-réponses à l'Assemblée. Non, pardon, à Trick Track. On va vous en dire un petit peu plus sur le confinement, le déconfinement et surtout le déménagement. Certaines personnes ont eu un petit peu peur en disant « Ah, mais Trick Track déménage, ça veut dire qu'ils sont morts ». Bah non, justement, si on déménage, c'est qu'on n'est pas mort. Et on vous en parle plus avant vendredi. Merci François, je te dis à tout bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, au pire. Oui, au pire, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis avec Florian, vous retrouvez Madame Mathilde et l'équipe des Ludonautes cet après-midi. C'est sur la Trick Track Télé. On vous embrasse, on vous aime, à tout bientôt. Cœur avec mes mains pour vous, amis joueurs et amis joueuses. Salut! J'étais très content d'être Ciao, avec vous. Bye! salut.